Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le fondateur d'Houmous et Petits Pois. Il est chef à domicile traiteur. Il défend une cuisine de saison, zéro déchet et locale. Quand on parle de sa cuisine, on parle d'une cuisine responsable et accessible. Il est rempli de projets. Générique. Hello Bastien de Changy, Salut Léo. comment ça va? Super, et toi? Très bien, ravi de t'accueillir sur le plateau de Tomorrow Food. Merci pour l'invite. Je t'en prie. Bastien, si tu veux bien, on va commencer directement à rentrer un peu dans le vif du sujet. On va aborder quelques dates clés dans ton parcours. J'aimerais bien que tu nous parles de ce qui s'est passé en septembre 2018. Septembre 2018, c'est un peu une date clé. J'étais parti m'exiler au Canada et crise de la trentaine, sur un coup de tête, je suis rentré en septembre, il y a 2 ans et demi, pour changer de carrière et me lancer dans la cuisine. Tu faisais quoi avant d'ailleurs? L'entrepreneuriat, monter une société dans l'événementiel et après j'ai fait du conseil en ingénierie, donc rien à Oh voir. là 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 là, quelque chose de super intéressant a priori. Ouais. et voilà, et j'ai décidé de tenter l'aventure en restauration et d'essayer de vivre de ma passion. Et donc voilà, sur un coup de tête, je me suis dit vas-y, rentre, trouve un poste en cuisine et l'aventure a démarré il y a 2 ans et demi. Ce qui me permet d'envoyer directement sur la deuxième date, le mois de janvier 2019. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Janvier 2019, donc en septembre, je rentre en France, je trouve un poste en cuisine pendant 3-4 mois et en janvier, je rencontre un certain Léo qui est en face de moi, qui travaille sur le développement d'un projet qui s'appelait le Café Néon, donc sur l'ouverture du Café Néon, et voilà, il a eu la très bonne idée de m'offrir un poste de chef cuisinier du haut de mes quelques mois d'expérience. Et donc voilà, mon premier poste de chef sur une expérience absolument incroyable qui a été portée par Fabrice Pirot, Petite journaliste. dédicace à toi Fabrice. Merci Fabrice. Et donc voilà, ma vraie expérience de cuisine a commencé en janvier. Et voilà, expérience hyper enrichissante, accélérateur de compétences, avoir un projet dans sa globalité. Voilà, génial. T'as pu trouver un petit peu tes marques, trouver la cuisine qui te parlait durant cette expérience? Ça a été un peu long, déjà parce qu'il faut prendre ses repères, comment faire tourner une cuisine tout seul, parce qu'on a commencé avec les moyens du bord, donc Je me rappelle. tout seul en cuisine, à commencer à sortir 10 couverts, 20 couverts, 30 couverts, 40 couverts, etc. Donc non, d'abord prendre ses marques et au bout de, je dirais, 5-6 mois, ouais, j'ai commencé à prendre mes repères au niveau de ma cuisine, développer une cuisine avec mes fondamentaux qui étaient voilà, des produits simples, des produits de saison, des cartes courtes. C'est vrai qu'à la fin du Café Néon, il y avait 2 entrées, 2 plats, 2 desserts quasiment, qui changeaient quasiment tous les jours en fonction des arrivages. Donc voilà, inculquer aussi à la clientèle notre façon de penser. Et donc voilà, hyper très très belle expérience. Trop cool, une belle expérience au Café Néon. Et on enchaîne directement sur le mois de décembre 2019. On est quasiment un an après. Et c'est là que tu décides de te lancer dans une nouvelle aventure. Ouais, décembre 2019, ça faisait globalement un an que j'ai démarré l'aventure Café Néon. Et j'avais 2-3 trucs qui me manquaient. La partie entrepreneuriale. C'est vrai que j'ai commencé à bosser dans l'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui me manquait. Et c'était le contact client. C'est vrai que j'étais pas mal enfermé dans ma cuisine. On avait la particularité d'avoir une cuisine en sous-sol en plus. Oui. Voilà. Sans système d'extraction. Sans système d'extraction, sans... Et en fait, en discutant, etc., je me suis dit, en fait, ce qui te fait plaisir, toi, dans la cuisine, c'est le partage, c'est le contact client. Et donc, je me suis dit, autour de Noël, prends ton courage à 2 mains, remonte une boîte. Chef, à ton compte, tu sais pas trop encore comment. J'aimais beaucoup l'événementiel de par mon passif. Donc, je me suis dit, tiens, fais un peu chef traiteur, chef événementiel, etc. Et ce qui me permettait aussi de re-rencontrer ma clientèle, de pouvoir reparler en direct avec les gens qui consommaient ma nourriture et de pouvoir aussi faire varier au quotidien mes prestations, c'est-à-dire un jour, le lundi, je fais du traiteur, le mardi, je fais un dîner, le mercredi, je fais une démo, etc. Donc voilà, c'était un super combo et en décembre-janvier, l'aventure Houmous et Petits Pois a démarré. Houmous et Petits Pois, on en a beaucoup entendu parler pendant le confinement. Tu nous as régalé avec tes recettes. On y reviendra un petit peu plus tard. Ok, donc tu lances cette aventure à la fin de l'année 2019. Donc
Ça va me permettre de mettre un petit peu les deux pieds dans le plat. On va aborder ce moment un peu clé, le mi-mars, quand on annonce à toute la France qu'on va se retrouver confiné, que le pays est à l'arrêt. Comment toi, en tant que nouvel entrepreneur, avec 2 mois et demi d'ouverture de boîte, comment est-ce que tu as survécu? Qu'est-ce que tu t'es dit, Bastien? Bon, c'était un peu particulier parce que ça faisait un peu moins de 3 mois que j'avais démarré. Par chance, la boîte a très bien démarré. J'ai été très bien accompagné par ma copine qui m'a mis sur les bons rails, qui m'a présenté les bonnes personnes. Salut Mégane d'ailleurs, soit dit en passant. Qui voilà, vraiment sa part de responsabilité dans la réussite de la boîte. Donc la boîte a commencé à bien fonctionner en janvier. Février, ça a extrêmement bien marché. Mars, c'était parti sur les chapeaux de roue. Et voilà, on nous annonce la nouvelle. Et je prends un croche-patte de l'espace. Joli croche-patte. En 48 heures. Belle béquille. En 48 heures, tout ce qui était prévu sur le mois et les mois suivants. En 48 heures, je reçois des coups de fil dans tous les sens. Désolé, on va devoir annuler. Et là, je me retrouve avec un carnet de commandes quasiment plein à zéro. Donc là, tu t'assois, tu prends un peu de recul, tu dis ok, on fait quoi? Le hasard des choses, de par un peu mon hyperactivité, je me dis qu'est-ce que je fais? Et j'ai une copine influenceuse, Fanny B, qui sur le 2e jour du confinement reçoit un message sur Instagram d'une personne qui travaille en réa à la Salpêtrière et qui lui explique la situation en disant ça fait 2 nuits que je suis de garde de nuit et en fait les cantines ont fermé, les restos ont fermé, donc ça fait 2 nuits en fait qu'on travaille sur un service où on ne peut pas manger. Donc il y a un distributeur de sneakers et c'est tout. Help. Et alors, je vois ça, je lui réponds direct en disant en fait je fais à manger, j'ai du temps et de par la conjoncture, il doit y avoir des supermarchés qui débordent de nourriture qui vont périmer. Dans la journée, avec Mégane, on active un peu notre réseau. On a un contact chez Métro, Chloé qui nous présente la bonne personne. Je vais chez Métro le soir même. Et en fait, ils me disent tu prends un caddie, tu fais les courses que tu veux. On te donne tout ce que tu veux et tu peux faire à manger. Donc, ils m'ont fourni les packaging, la nourriture, etc. Et je suis rentré à la maison et j'ai fait à manger pour cette personne avec l'aide de Fanny. Donc, il m'a présenté, etc. Et donc, pendant une semaine, tous les soirs, on faisait une centaine de repas avec Mégane à la maison pour la Salpêtrière, pour service de réa, que je salue et qui en a gardé de très bons contacts. Et en fait, sur cette semaine, j'en ai discuté avec 2 personnes, Léo et Adrien de la Maison Montalec, qu'on salue. Et, on te fait un petit bisou, Adrien. Ouais, et qui m'ont dit mais c'est génial. Et nous, de par notre réseau, on a des personnes aussi qui sont un peu dans ton cas, qui voudraient filer un coup de main et qui ne savent pas comment faire. Sur la semaine, on avait quasiment fait 700 repas sur une semaine. Et donc on s'est posé, je me souviens très bien, un samedi, un dimanche, sur des visioconférences, à faire activer notre réseau. On s'est retrouvés à faire une visio, je sais plus, on était 6-7, et à dire comment on peut faire. On avait rencontré des personnes qui avaient lancé une cagnotte. Nous, on avait un réseau de chefs. Moi, j'étais dans l'opérationnel depuis une semaine. Et on a monté en l'espace de 48 heures le collectif solidaire. Et alors là, pour le coup, mon confinement a totalement changé. J'ai mis Houmous et Petits Pois de côté. Et j'ai trouvé un projet sur lequel m'engager avec des gens qui voulaient faire avancer les choses et aider des personnes qui, pour le coup, étaient vraiment dans la galère, dans les hôpitaux, qui n'avaient pas à manger, où il y a des gens malades arrivés tous les jours sans pouvoir les sauver, etc. Et donc voilà, mon confinement a été timé toute la semaine par ce collectif solidaire. Donc récolter de la nourriture, la distribuer à des chefs, faire à manger, les relivrer dans les hôpitaux, etc. Est-ce que toi, tu avais un rôle assez clé finalement dans le collectif? C'était la gestion de l'entrepôt et tout le flux food qui était relativement conséquent. Je ne sais plus à combien on est arrivé de production de repas au maximum avec tous les chefs. Les chefs, c'était les chiffres. Quand tu prends un peu de recul, c'était costaud parce que tous les matins, on recevait un SMI dans l'entrepôt, dans le 18e, à la caverne. On avait un SMI, on commandait à peu près 1500 kilos de nourriture tous les jours qu'on distribuait aux chefs, et on faisait sur une moyenne de 5000 repas à Paris sur les hauts jours, et on a fait 110 000 repas en 2 mois. Ouais, quand tu y repenses, c'est complètement dingue cette histoire. Ouais, 110 000 repas, ça, tu prends un peu de recul, tu dis ouais, c'est pas mal. Surtout qu'après, on a réussi avec Sylvain qui a développé Marseille. Enfin, c'était dinguissime. Donc très, très cool, très fatigant. Je me souviens qu'on n'a pas chômé, mais voilà, c'est un confinement qui a été dur de par le rythme, mais qui est passé à une vitesse phénoménale.
Et voilà, et en fait, tu te remets vachement en question aussi. Tu te dis, oui, ok, t'as monté ta boîte, c'est cool. C'est grave la merde parce que il se passe plus rien. Mais tu te concentres sur des gens qui, nous, on fait juste à manger, on sauve pas des vies. Donc, Ouais. Mais finalement, en fait, tout ça, bout à bout, a fait du bien à mon business, sans chercher à vouloir faire du business, parce que il y a plein de marques qui ont vu, etc. Donc j'ai été contacté au fur et à mesure des semaines par des marques, des petites marques, des grosses marques, pour faire des recettes, des lives, etc. Oui, parce que finalement, tant tu as mis de côté ton activité de chef à domicile et ton activité de traiteur, en revanche, tu étais quand même pas mal actif sur les réseaux en parallèle du collectif. Je te connais relativement bien, tu n'es pas le genre de mec qui aime se faire chier. Tu peux nous parler un petit peu de comment finalement, c'est quoi? C'est des opportunités qui t'ont amené à commencer à réinventer un peu la manière dont tu communiques, ou c'était une volonté de ta part? En fait, avec Megan, on s'est posé très rapidement, tout au début du confinement, en disant là, de toute façon, tes prestations, c'est dead, il se passera rien. Donc, tu as lancé une marque, on a communiqué dessus, on avait même eu quelques articles, etc. Comment, on ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps, mais en attendant la tempête, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du web. Donc, on va faire des recettes. Donc, on a commencé à faire une liste de recettes. Donc, tous les jours, on faisait une recette. Et voilà, elle avait trouvé un système. On avait un petit montage vidéo, etc., qui était assez bien foutu. Et on en a fait au début en parallèle. Donc, je rentrais de l'entrepôt en fin de journée. Et en fait, ces recettes ont pris énormément. Elles ont été repostées sur des gros médias, etc. Et c'est des marques en fait derrière qui ont vu ça, qui ont trouvé les retours étaient c'est quali en fait ce que vous avez fait. Et donc voilà, on voudrait savoir si vous pouviez en faire pour nous, si on pourrait vous prendre les recettes et les reposter, etc. Donc voilà, le business entre guillemets est arrivé, mais sans aller chercher en fait. C'était juste, l'idée était de pas faire mourir une société qui avait moins de 3 mois. C'était juste de dire coucou, on existe toujours, et dès que c'est terminé, on revient à toute allure. Et donc ça c'est un peu passé dans ce sens-là. Et donc du coup, le collectif avance, on arrive vers la fin du premier confinement. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as à nouveau des prestats? Comment est-ce que tu as essayé de nouveaux formats? Il me semble qu'il y a un moment où tu as essayé les dîners privés abordables. C'est un truc qui est important pour toi, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, en fait, fin de confinement, tu repenses pas mal ton business model, parce qu'effectivement, moi, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est la partie traiteur. Et malheureusement, post-confinement, on se rend compte que c'est pas forcément la partie qui va redémarrer tout de suite. Mais effectivement, les gens voulaient retourner au resto, etc. Il y en a qui étaient craintifs de retourner dans des restaurants parce qu'il y avait trop de monde. Donc, on a mis l'accent sur chef à domicile. Et alors, la carnet de commandes, tous les jours des demandes. Tous les jours. J'avais fait des formules accessibles en montrant aux gens qu'on pouvait bien manger à prix raisonnable, mais parce que je mets pas de caviar ou que je mets pas des produits nobles forcément dans l'assiette, donc ce qui me permet aussi d'avoir des coûts intéressants. Et donc voilà. Et donc là, ça m'a permis en fait de bosser tous les jours. Donc ça m'a permis aussi de renflouer les caisses, parce que pendant 3 mois, j'ai eu 0 aide, rien. Ouais. Donc tu as un loyer à payer tous les mois. Alors je dépensais rien. Mais voilà, tu es quand même en négatif, tu pars de 3 mois de négatif. Donc ça a permis de renflouer un peu les caisses. Et au bout de, je dirais, 1 mois et demi, on a commencé à avoir des demandes. J'ai eu des demandes en fait, de par la visibilité qu'on a eue avec le collectif. Donc j'ai eu la chance d'être contacté par Chemet, par exemple, qui est une marque de joaillerie du groupe LVMH, qui m'a en fait bosser sur des dîners de chefs à domicile privés, parce que ils pouvaient pas accueillir les journalistes de façon habituelle. Ouais. Donc voilà, plein de petites opportunités comme ça à droite à gauche, et voilà. Et après, le business, on s'est vachement réinventé, parce que voilà, en fait, on a relancé le traiteur, mais les gens, je sais pas, avaient peur, etc. Donc, quand tu parles du traiteur, tu parles du traiteur B2B, c'est plutôt traiteur B2B. Livrer de la nourriture aux gens dans leurs entreprises? Ouais, c'est livré, et c'est vraiment le côté prestation. Donc tu arrives dans une société, dans une entreprise, et voilà, type finger food, des bouchées, etc. Et avec des maîtres d'hôtel et tout. Et je sais pas, il y a trop de contacts en fait. Donc, tu rassembles des gens dans un endroit clos, etc. Donc la demande était quand même nettement moins forte. Alors que les dîners privés à une dizaine de personnes, pour le coup, j'en avais énormément. Et même les boîtes en fait préféraient faire des dîners en disant on fait un dîner d'équipe au lieu de faire un dîner avec toutes les équipes. Ouais, ce qui est assez logique finalement, vu la situation. Ouais, au vu de la conjoncture. Est-ce qu'il y a un moment, jusqu'à cet été, où tu te dis, ok, potentiellement, Houmous et Petits Pois ne va plus exister, ou en tout cas va devenir
un compte Instagram qui partage du contenu, mais ne sera plus une entreprise derrière. Est-ce que tu as douté de ton activité à un moment ou pas? Non, parce que je pense que j'ai une personnalité qui me dit quoi qu'il arrive, tu peux faire quelque chose. Tu pourras toujours faire à manger d'une façon ou d'une autre. J'ai lancé aussi une autre activité en parallèle qui s'appelle Cantine Responsable, qui était plus dédiée sur la vente de repas emportés pour les entreprises ou pour les particuliers. Dire on vous livre de la nourriture le midi au bureau au lieu de commander des trucs hors de prix et qui collent aux dents. Je vais vous faire une bonne salade de saison à 10-12 balles, etc. Et en fait, je me suis toujours dit, tu pourras toujours te réinventer. Maintenant, c'était la vraie question où j'ai un peu pris peur, c'était va falloir quand même que tu gagnes ta croûte. Parce que faire des prestats, il n'y a aucun souci, tu pourras en faire tous les jours. Maintenant, il faut quand même que ce soit rentable. Ouais. Donc voilà, c'était essayer de trouver le meilleur business model qui, pour le coup, ne pourra jamais être celui qui était initialement prévu de par la conjoncture. Donc voilà, c'est toujours se réinventer, mais non, je pars du principe que quand tu as envie, on essaye, il y a forcément un moment où ça paye, quoi. Ok. Il me semble que au cours de cette année, tu as essayé de te réinventer, tu as essayé de trouver des solutions. Il y a eu le collectif, il y a eu du coup cette nouvelle marque, puis les dîners à la maison. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu t'es mis à chercher d'autres opportunités, d'autres leviers qui n'étaient pas forcément liés à ta boîte, mais de te dire est-ce que je vais retourner bosser pour quelqu'un? Est-ce que je vais essayer d'ouvrir une nouvelle boîte? Enfin, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place au-delà à l'échelle de ta boîte pour t'en sortir, toi, en tant qu'être humain? Alors ça m'a peut-être traversé l'esprit de me dire que j'allais rebosser pour quelqu'un. Parce que mine de rien, tu as un loyer à payer. Tu pars avec aussi un déficit de 3 mois de rente d'argent. Sachant que quand le confinement il s'est arrêté, le lendemain, tu n'as pas une prestation. Ouais. Il a fallu quand même quelques semaines que ça se réembraye. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu des lives, etc. Donc permis de faire rentrer un peu de cash. Non, en fait, je me suis plutôt focus en disant essaye plein de trucs. Essaye des prestations, regarde ce qui se fait, regarde ce qui marche. Tente. Et il y a forcément un truc qui va prendre plus ou moins. Cantine Responsable, ça a été aussi dans cette optique. De par notre activité, on a développé une association qui a pris énormément d'envergure. Donc j'ai découvert un côté logistique plus approfondi que ce que je pouvais imaginer. Et donc l'idée de Cantine Responsable était de s'appuyer là-dessus. Il y a des gens qui nous avaient redemandé derrière en disant c'était cool ce que vous nous faisiez à manger avec des produits anti-gaspi, etc. Donc c'était un peu surfer sur cette vague pour essayer de voir, ça se trouve, mon business model, ce serait peut-être ça qui ferait que je pourrais en vivre. Donc voilà, j'ai essayé plein de choses, mais non, en fait, et c'est surtout que j'ai eu de la chance d'avoir énormément d'appels entrants avec des opportunités à droite à gauche pour des collabs ou autres, jusqu'à un coup de téléphone qui a changé quand même pas mal la donne. Ça devait être courant mai, je pense. Une personne que j'avais rencontrée sur le Café Néon, sur un rendez-vous pro, et qui m'a rappelé en mai en me disant il faut qu'on se revoie aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a un an, j'ai un projet, je voudrais t'en parler. Et donc j'ai été emmené dans un lieu à une demi-heure de Paris, au château de la Bûcherie, et on m'a proposé un énorme projet qui a vu le jour au 1er septembre. Il y a quelques mois. Et effectivement, sans le chercher, j'ai eu en vrai, sans mentir, une opportunité que j'aurais jamais pensé. Je me suis dit, j'aurais peut-être eu ça dans 20 ans, de par mon expérience. Mais on m'a proposé un poste de chef exé sur un groupe, sur un nouveau label, sur des établissements en France. Et donc voilà, mon activité au Mousse et Petit Pois a pris encore un nouveau virage. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre ces gens-là? Qu'est-ce qui t'a convaincu dans la proposition qu'ils t'ont faite? En fait, ils m'ont d'abord emmené dans un lieu qui m'a parlé, de par le contexte. C'est un château qui fait 65 hectares, qui est au milieu de la campagne. C'est vrai que Paris, c'est cool, mais j'aime la nature. Il m'a donné des mots-clés. Il m'a parlé de permaculture, il m'a parlé de locavore, d'anti-gaspillage alimentaire, etc. Et voilà, ces mots-clés. Et il m'a surtout aussi laissé entreprendre qu'il cherchait un chef pour faire rayonner son label et développer la cuisine, mais avec ses valeurs. Donc en fait, il laissait libre cours à ma créativité
mais parce qu'en fait, les valeurs qu'il m'avait annoncées étaient les mêmes que les miennes, et ça, il le savait d'ores et déjà avant de me faire venir. Donc ouais, et en fait, tu réfléchis pas très longtemps. Il te propose un projet qui est sublimissime. Il te dit, je te laisse faire ce que tu veux, donc tu respectes nos valeurs qu'on a en commune, et vas-y, fais à manger et éclate-toi, quoi. Ça signifie que c'est la mort d'Oumou Ses Petits Pois? Non, c'est loin de là. Loin de là, parce que l'intelligence du sujet, c'est qu'il il voulait pas que Oumou Ses Petits Pois s'arrête. Il a aussi vu que je me suis battu en tant qu'entrepreneur pour faire vivre Oumou Ses Petits Pois, que j'avais d'autres opportunités en parallèle. Et donc, c'était de dire, oui, on va travailler ensemble quasiment au quotidien, mais toutes les opportunités que tu as à côté qui peuvent être intéressantes pour toi, garde-les, fais-les à côté, et ce qui permettra aussi de faire grossir ta marque, de continuer à travailler et à communiquer, parce qu'en fait, Oumou Ses Petits Pois, pour moi, c'est un vecteur de communication. Si je fais de la cuisine, c'est pour partager, pour des valeurs, etc. Et donc, voilà, toutes mes recettes, à chaque fois, j'explique. Oui, un produit, on ne jette pas les épluchures. Tout se travaille sur un produit, rien ne se jette, tout se transforme. Donc voilà, il voulait aussi que je puisse garder ma boîte pour continuer à défendre ces valeurs-là. Putain, c'est trop cool. Du coup, moi déjà, tu me rassures énormément qu'Oumou Ses Petits Pois ne disparaissent pas, parce que je trouve ça très chouette, et les recettes, je les trouve très cool aussi. Ok, donc là, 1er septembre, enfin en tout cas, à partir de septembre, un nouveau projet qui démarre. On arrive là, enfin au moment où on se parle, on est pendant le 2e confinement. L'activité de restauration est à nouveau à l'arrêt. J'imagine que au-delà de cet énorme projet, ton carnet de commandes ne doit pas être bien plein non plus actuellement. Comment est-ce que tu te sens par rapport au futur? Alors là, c'est un peu différent, parce que, en toute honnêteté, c'est un peu plus déprimant, je trouve, ce 2e confinement. J'y croyais pas du tout. J'ai un peu mis des œillères en me disant, ils nous ont confinés une fois, ils le refont jamais. Ils nous font des coups type couvre-feu, etc. Parce que, après, je dis ils nous font des coups. Enfin, le gouvernement, il se crame, et ils font tout pour notre mieux, enfin pour notre bien, en fait. C'est-à-dire, on peut pas leur cracher dessus. Bien sûr. Ils font pas ça pour nous emmerder. Mais le confinement, j'y croyais pas du tout. Et là, pour le coup, c'est la première fois. J'ai de la chance, j'ai quand même de la demande entrante, mais qui a quand même nettement diminué. Donc voilà, là, je suis plus dans une optique où je suis un peu moins serein, et je travaille un peu plus sur la construction du projet global de Terre de Nature, qui est le label sur lequel je travaille. Et voilà, où on a un peu changé notre fusil d'épaule. On devait ouvrir un de nos établissements à Noël. On a plutôt décalé courant mars-avril. Et donc, on fait un focus plutôt travaux, et on travaille un peu sur le futur, parce qu'on a de la chance de pouvoir le faire économiquement. Mais moralement, ouais, c'est un peu plus dur. Un peu moins de niaque, un peu plus soucieux, un peu moins d'entrain, en me disant, bon, la vie est belle. Ouais, je sais pas, un peu plus déprimant, je trouve, ce confinement. Et du coup, humainement, et du coup, même dans le côté jovial de ton business, etc., ouais, moi, je le ressens un peu moins chaud, quoi. T'arrives quand même à te projeter un petit peu, à te dire, ok, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, je serai là, ou plus du tout? Non, tu sais, on est en quoi? On est en novembre. Il y a 2 ans, ouais, il y a moins de 3 ans, je faisais pas de cuisine. Enfin, tu vois, il y a 3 ans, j'ai habité au Canada, et je bossais dans une boîte de conseil en ingénierie informatique. Où est-ce que tu vas être dans 3 ans, putain, ouais. Bastien? Depuis, je suis rentré en France, j'ai trouvé un poste dans un resto. Après, on m'a offert un poste de chef. J'ai monté ma boîte. Maintenant, je suis chef exé sur plein de lieux en France. Enfin, non. Il s'en passe des choses, putain. Ça va à une vitesse, et c'est ce que j'aime. Donc non, me dire où je serai dans 2-3 ans, j'en sais rien. J'avais des envies il y a quelques temps d'ouvrir une maison d'hôtes avec Mégane, par exemple, pour aller s'éclater vraiment sur un projet complet, etc. Mais je me dis, ça se trouve, ça va encore évoluer, parce que cette pandémie va énormément changer les choses. J'en sais rien, et en fait, je me laisse porter. Ouais. Je me dis que j'ai une bonne étoile, et qu'on arrivera forcément à s'en sortir. Donc, il y a toujours plus malheureux que nous. Exact. Enfin, je veux dire, on n'est pas à plaindre. On a un toit, on mange, on s'habille comme on veut. Donc, non, après, c'est sûr qu'au niveau du business, tu es plus instable.
Au jour le jour, un jour à la fois, et on verra ce qui se passe. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un avant et un après Covid? Alors, il ne s'agit pas de réfléchir à tout l'impact sanitaire de cette pandémie, mais à ton échelle à toi, en tant qu'entrepreneur et en tant que chef cuisinier, est-ce que tu penses qu'il y a eu un avant et un après? Et qu'il y aura un après, pardon. Ah oui, non, mais cette pandémie aura totalement changé notre façon de travailler. Enfin, je parle de la restauration, mais même en dehors de la restauration. Mais il y a un sujet sur lequel j'avais bossé il y a quelques années, c'était le télétravail et toute la partie comme WeWork, de centre de travail en extérieur, etc. La pandémie va avoir changé notre façon de travailler, de voir les choses en restauration. Aujourd'hui, on voit, surtout sur le deuxième confinement, tous les restaurateurs qui se crament pour faire du takeaway, etc. C'est pas le même métier, en fait. Tu vas voir les 3 quarts des restaurateurs et vont dire, bah, à la base, ça, je ne sais pas faire. C'est pas... Quand tu es dans un service, on te dit, bah, le mec, il prend l'entrée plat dessert, bah, t'envoies ton entrée, t'as une réclame pour le plat, etc. Là, t'as une commande, tu dois envoyer en 3 minutes un entrée plat dessert. Avec une façon de penser qui est différente, parce que ton plat, entre le moment où tu le dresses et le moment où il arrive, bah, il va avoir refroidi, il va avoir bougé parce qu'il va avoir pris un vélo ou un scoot et il va être secoué. Enfin, on va réfléchir différemment, on va se dire aussi maintenant que notre métier est en danger, on sera plus sur nos acquis. Là, personne n'avait pensé qu'un jour on aurait un truc comme ça qui nous tomberait dessus et qui chamboulerait notre quotidien. Donc je pense qu'on maintenant on gardera toujours dans notre esprit qu'il y a quelque chose qui pourra tout chambouler. On va toujours essayer d'être sur nos gardes, s'il y a un tremblement de terre, comment je peux rebondir. Donc ouais, on sera toujours un peu plus dans une incertitude. Je pense que ça va en freiner beaucoup aussi. Qui était tout feu tout flamme à dire vas-y, je vais monter un resto, je vais en monter un deuxième, un troisième. Il y en a beaucoup qui vont s'écrouler. Moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai pas énormément investi. Donc j'ai, entre guillemets, à part le temps passé, pas grand-chose à perdre. Mais non, je pense qu'on va réfléchir autrement au niveau du business, quoi qu'il arrive. Mais pour tout le monde. Et je sais que tu es très, très attaché aux enjeux environnementaux. Est-ce que pour toi, il y a eu une certaine accélération dans les prises de conscience pendant le confinement, ou au contraire, tu trouves que la pandémie nous a ramenés presque au stade zéro? Non, alors moi je vais parler vraiment côté food. Je trouve, alors après, j'arrive pas à mesurer, mais je pense que ça nous a fait un bien fou au niveau des mentalités, d'avoir tous ces gens dans la food qui ont accès à une communication auprès des producteurs, etc. Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui, le Covid, il y a des boîtes qui explosent. Moi, je pense à une boîte qui s'appelle Berry, qui est rue des Martyrs, qui fait que de la vente de petits producteurs, etc. en local. Bah, les gens, du coup, vont maintenant chez eux au lieu d'acheter leurs légumes chez Franprix qui n'ont aucun goût et qui viennent d'Espagne. Donc voilà, il y a une prise de conscience où les gens... Coucou Franprix. Non, mais coucou Franprix, et servir des tomates toute l'année qui sont congelées et compagnie. Donc non, je trouve que les gens ont compris à travers le discours en fait, un discours qui a été répété par plein de personnes, manger local, manger de saison. Et donc ça, c'est déjà un point positif, je trouve, sur cette pandémie. Il faut en trouver, donc ça, c'est le bon côté des choses. Après, est-ce que ça va perdurer ? On verra. Mais, on l'espère, en tout cas. On l'espère, ouais. On en parlait avec Adrien Léonard, que tu connais, qui lui, justement, faisait la même remarque que toi, en disant pendant le premier confinement, on a vu énormément de bonnes intentions, énormément de producteurs qui sont adressés directement au client final en leur expliquant, et on a vu un espèce d'élan très positif, et finalement lui nous disait, tu vois, dès lors que le confinement a été terminé, il prenait l'exemple de Arnaud de À la Vache, qui livrait énormément de colis en B2C, et au jour de fin de confinement, quand il rappelait les mecs qui l'a livré pendant tout le confinement, les mecs disaient « Ah bah non, c'est bon, c'est terminé, maintenant je retourne au supermarché ». Du coup, il avait tendance à être un peu nuancé sur la suite, et je lui disais « J'espère qu'au contraire, les gens vont prendre de plus en plus conscience ». Et pour moi, c'est vachement important, parce que des gens comme toi, qui ont une certaine visibilité, une certaine portée dans leur discours, doivent continuer à prôner, à expliquer au client final que oui, la saisonnalité, ça existe, oui, il faut savoir d'où viennent les produits. Oui, au supermarché, il est souvent le cas
cas de bouffer de la merde, hein, enfin, j'utilise les bons termes. Hein. Et voilà, et je tenais à te remercier parce que je trouve que les valeurs que tu prônes sont vachement fortes et que tu les mets en application simplement et que tu t'adresses aux gens normaux, tu vois, contrairement à d'autres chefs qui font un très très beau travail, mais qui parfois, on va pas se mentir, quand un chef 3 étoiles prépare un plat dans sa cuisine de resto, monsieur tout le monde ne peut pas forcément le faire. Je trouve que tu as cette justesse et voilà, je tenais à le souligner. C'est le premier hommage en direct sur Tomorrow Food. Voilà, bravo Bastien. Merci beaucoup. Ok, on a parlé des produits de saison, on a parlé un petit peu de ton parcours, de là où tu en es aujourd'hui. Moi, j'ai envie de te dire, bon courage, c'est très positif pour Bonne nous chance. justement de se dire que dans cette espèce de tumulte, il y a des gens qui arrivent à continuer à s'en sortir, qui se sont réinventés. C'est un peu le sujet aussi de cette émission, d'arriver à faire venir des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à poser quelque chose, à dire ok, on avance, quoi qu'il en soit, on avance, et tu peux être fier de toi, Bastien. Je te remercie pour ton temps, et oui, du coup, j'ai une dernière question à te poser. Si 2020 était un plat, ce serait quoi selon toi? Déjà, ce sera un plat raté. Ce serait une mauvaise paella. Une mauvaise paella, très bien. Est-ce qu'on peut même dire une mauvaise paella décongelée? Ouais. Une mauvaise paella décongelée pour Bastien. Ok Bastien, écoute, merci à toi. Tomorrow Food te remercie pour ton intervention. J'espère te voir très bientôt. Salut. Merci Léo. Ciao. Salut, ciao.